comment en êtes-vous arrivé à enregistrer pour la BSR? Si je réfléchis, ça vient de très loin. En fait, non, c'est très récent, mon engagement à la BSR, mais mon amour des livres, il est depuis toujours. Je suis née carrément dans les livres, et puis j'ai toujours eu besoin d'avoir des piles de livres autour de moi. J'aime les livres, les mots, les histoires, et j'avais une enfance très solitaire, alors je trouvais un peu refuge dans les livres. Je n'avais ni frère ni sœur, donc j'étais une petite fille qui n'avait pas grand monde à qui parler, donc je m'évadais comme ça. Par la suite, j'ai fait une formation d'enseignante, puis de bibliothécaire. Ah oui, vraiment dans les livres. Je suis restée complètement dans les livres, évidemment, et puis j'ai travaillé 27 ans comme directrice de la bibliothèque de Montreux, donc de la ville où j'habite. Ce travail, je l'ai adoré. Je l'estimais un peu comme un travail de passeur entre le lien entre le lecteur et le livre. Aimer les livres, aimer se plonger dans les livres, bon, on est un peu passif, on consomme. Voilà. Même si ça nous fait travailler beaucoup l'esprit, le cœur et tout, mais disons que j'avais besoin surtout d'être active dans ce domaine. Vous pouviez conseiller les lecteurs. Voilà, et puis je faisais le choix des livres, pour la bibliothèque. Et au moment où j'ai quitté, nous avions environ 50 000 volumes. C'est quand même pas une toute petite bibliothèque de village, mais je peux dire que j'avais presque tout choisi. Donc là, j'étais vraiment dans mon élément. Et puis le contact avec les libraires, évidemment, avec des gens qui parlent des livres, c'était pour moi formidable. Mais je voyais arriver le moment de l'arrêt de mon travail avec énormément de crainte. Mais comment vais-je rester en contact actif avec les livres après? On veut bien pouvoir en lire, il n'y en existe pas toujours. On est rassuré de ce côté-là, ce ne sera jamais fini, on n'aura jamais tout lu. Mais par contre, garder ce contact vivant, actif, avec des gens qui aiment les livres, pour les conseiller, pour échanger, pour apprendre aussi, parce que c'est pas seulement moi qui dis ce qu'il faut lire, c'est pour qu'on parle de pépites aussi. Qui demandent et puis qui font allusion à des auteurs que je ne connais pas, alors je me donne la peine de les connaître, et puis c'est vraiment quelque chose de très gratifiant. J'ai beaucoup aimé ce travail. Donc j'avais une grande peur du manque et je me disais mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, parce que bien sûr je vais beaucoup au théâtre, je vais beaucoup au cinéma, mais je consomme. Oui, voilà, mais après je ne suis pas active. Alors j'ai ressongé un petit peu à ce qui m'avait plu dans les livres aussi, et puis m'est revenu quelques anecdotes. Par exemple, une anecdote très ancienne que j'ai retrouvée au fond grâce à vous, parce que ça m'a fait réfléchir un petit peu sur mon engagement à la BSR, d'où ça pouvait venir ce besoin de lire à haute voix. Eh bien, quand j'étais au collège, ce qui correspond au lycée chez vous, j'adorais les cours de français. J'avais un prof que j'adorais aussi, mais j'ai reçu une punition un jour pour une histoire de livre. J'étais venue à l'école avec un magnifique livre que m'avait offert mon oncle, qui était les œuvres complètes de Rimbaud, magnifiquement reliées. J'avais très envie de montrer ce livre et que le prof le voie. Et puis j'étais en train de feuilleter mon bouquin quand il me dit que je n'étais pas attentive. Et oui. Je vienne lui montrer mon livre. Ça, je râle aussi. J'étais assez fière dans un sens. Oui, mais lui montrer mon livre. Mais en même temps, il m'a dit, bon, ben, quand même, petite punition, je l'ouvre au hasard et vous nous lisez ce texte. J'avais reçu les œuvres de Rimbaud, mais je ne les avais pas encore lues. Et puis, je connaissais le personnage juste comme ça, d'évocation comme ça, mais rien de plus. Et puis je me disais, oui, bon, Rimbaud, c'est un révolté, c'est un rebelle. Il va falloir y aller dans ce ton-là. Voilà. Et alors j'ai craché ce poème comme ça. C'était curieux, c'était le bal des pendus, mais je l'ai lu certainement très 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 mal. Et seulement ça a fait beaucoup d'effet parce qu'on ne s'attendait pas à ce que moi, la gentille petite fille, se mette à cracher un poème de Rimbaud très fort devant tout le monde. Ça fait un grand silence. Et puis il m'a rendu mon livre avec un grand sourire. Et puis je me suis dit, mais je crois que j'ai réussi mon coup. Chouette, j'aime lire à haute voix. Et oui, voilà, vous avez découvert. J'ai un petit peu découvert ça. Grâce à ça. Un petit
tout petit fait de ma scolarité, qui était insignifiant, mais qui finalement m'a fait un déclic, parce que je me suis dit que les textes méritaient d'être lus, même si je l'avais mal lu. Je sentais que les mots avaient besoin de sortir, pas seulement être vus, mais être écoutés, entendus, être dit. Beaucoup plus tard, j'ai eu une amie qui était beaucoup plus âgée que moi et qui est devenue aveugle. Question d'âge, bien sûr, pour elle. Elle écoutait énormément les livres de la BSR. C'était une femme très cultivée, très raffinée, qui s'exprimait très bien, qui avait un vocabulaire très riche. Et puis, un jour, elle me dit, sans la BSR, je suis foutue. Et je me suis dit, dans sa bouche, de dire ça, c'était vraiment vrai. Et ça m'avait fait quasiment frissonner. Je me suis dit, c'est vrai. Mais c'est vrai, hein? Elle qui lit tout le temps, qui écrivait aussi, qui était dans ce monde-là, tout d'un coup elle ne peut plus, elle est frustrée de ça et c'est essentiel pour elle. J'ai compris le message aussi là. Et c'est ça peut-être le bienfait des bibliothèques sonores. Ah oui, heureusement. Certains livres ne seront jamais dans le commerce. Il y en a énormément qui ne seront jamais, c'est impossible. Voilà. Donc heureusement qu'il y a des bibliothèques sonores. Qui vous permettent d'avoir tout, signé les polars, par exemple. Livres légers. Voilà, par exemple. Tout. Ils font de tout. Depuis quand enregistrez-vous? C'était en 2007. En 2007 que j'ai commencé, que j'ai envoyé mon petit échantillon de lecture. Et j'ai eu extrêmement peur de ne pas être prise. Et voilà, j'ai accepté. Et j'étais vraiment très heureuse. Je me disais, je fais comme ça le lien. Je travaillais encore à ce moment-là, mais j'ai fait les deux choses à la fois au début, parce que j'avais comme ça pas de trou. Et du coup, vertige. Est-ce que vous préparez les livres à enregistrer? Ah, je le lis, alors toujours. Je sais que d'autres lecteurs ne le font pas, mais pour moi, c'est absolument indispensable. C'est chacun sa méthode, donc c'est pour ça que c'est intéressant de demander, en fait. C'est sûr. J'ai besoin de sentir l'atmosphère du livre, son style, le rythme, puis savoir où je vais. Finalement, de ne plus trop être curieuse de l'intrigue, parce que je lis essentiellement des romans et des nouvelles. Si je suis trop à me dire, oui, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver dans l'histoire, j'ai l'impression que je passe à côté de beaucoup de choses. Que vous prenez pas le temps de bien enregistrer, en fait. Oui, tout à fait. Il y a des choses très importantes à dire et à lire et à peut-être pas appuyer dessus parce que c'est un peu grotesque, mais disons de ne pas passer dessus à toute vitesse parce que ce sont des éléments importants par rapport au livre. Pour moi, c'est vertigineux de me lancer dans un livre sans en connaître rien du tout. Oui, ça fait bizarre, hein. Ça fait vraiment extrêmement peur. Ceux qui le font, bravo, et tant mieux, ils y arrivent, mais ça doit être dur. En même temps, je me dis que on a quand même beaucoup de pièges quand on lit. Je ne note rien dans le livre, mais je le lis simplement pour le découvrir et savoir un petit peu dans quel registre il est. Je relis même le livre parce que j'ai fait des propositions aux bibliothécaires de livres plus anciens, mais que j'estimais qu'il manquait peut-être au catalogue de la BSR. Et puis là, je me disais, par exemple, je pense à un livre de Kundera que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Oui, La vie est ailleurs. Voilà, je l'avais lu il y a très longtemps quand il est sorti dans le commerce, mais ensuite, là, je me suis dit, je le relis. Et j'ai bien fait parce qu'il est complexe. Il est très complexe. Alors il me tente celui-là, il a l'air sympa. Oui, j'aime beaucoup cet auteur. De Kundera, il y a des livres que j'ai pas réussi à bien lire parce que je trouvais que c'était un peu trop lent, mais celui-là a pas l'air lent comme ça. Il y a des passages quand même. C'est un peu alterné. Quand même. Oui, il y a des passages plus difficiles, mais j'étais contente de le relire préalablement parce que ça m'était sorti de la tête. Vous savez, quand vous l'avez lu il y a 20 ans, par exemple, on a oublié. Comment vous faites pour avoir ça encore très présent dans la tête? Surtout quand on lit beaucoup. Finalement, les livres qui restent, il n'y a pas grand-chose. Ah non. Enregistrez-vous chez vous ou à la BSR? Les deux. Vous faites partie de ceux qui font les deux? Oui, c'est une chance chez moi parce que, vu que j'adore faire ça, et que je ne suis pas tellement une femme d'intérieur, je me donne à ça, mais j'ai besoin du contact aussi à la bibliothèque sonore. J'habite pas trop loin, disons. Je peux y aller facilement.
de voir l'équipe là-bas, de discuter, de voir d'autres lecteurs. Ah oui, et aussi. Moi, je fais partie comme ça d'une famille, d'un groupe. J'avais besoin de ça, que ça ne soit pas trop solitaire. Mais c'est mieux. Eux aussi, ils préfèrent. Hein. Oui, j'aimerais que les lecteurs qui lisent chez eux passent quand même un peu plus souvent pour les connaître. Mais pour avoir le contact, mais c'est bien, c'est une bonne démarche. Ils sont pas tout tout seuls. De pouvoir le faire parce que vous savez, suivant où vous habitez. Oui, il y en a qui habitent loin. Eh bien, d'abord, des gens qui habitent très loin, mais ensuite, si vous habitez dans un endroit extrêmement bruyant, c'est difficile d'enregistrer. J'ai la chance chez moi que ce soit assez calme. Très calme. Mais je dois vous dire que je suis plus productive à la bibliothèque sonore que chez moi. Et j'aurai plus de temps chez moi. Parce qu'une fois que je suis là-bas, je m'enferme dans ma petite cabine. Je n'en sors plus que pour aller me chercher éventuellement un verre d'eau. Mais ça y est, je me consacre à ça. Chez moi, j'ai plein de trucs tout d'un coup qui m'interrompent. Et je fais ceci, cela. Je pense à un truc, je vais vite le noter. Il y a quelqu'un qui arrive. Bref, c'est moins facile. Et oui, on a des distractions chez soi. Voilà, c'est ça. Et combien de fois vous allez à la BSR ? J'ai la chance d'y aller 2 fois par semaine. Donc c'est des sessions de 3 heures, je crois, ou 2-3 heures. Oui, mais mes sessions sont en fin de journée. Alors si quelqu'un reste plus longtemps, je reste aussi plus longtemps. Ah voilà, s'il y a quelqu'un qui reste encore un peu pour finir quelque chose. Qui reste un peu plus longtemps, alors donc, je profite de rester aussi, ça ne les dérange pas. Bah, tant mieux, voilà, si ça ne les dérange pas, vous faites la fermeture. Voilà. Et chez vous, du coup, une session peut durer combien de temps ? Alors ça, c'est très variable. Oui. Ça dépend si je suis interrompue ou pas. Tout d'un coup, un voisin qui fait beaucoup de bruit avec sa tondeuse à gazon, c'est pas possible. Donc, on est tributaire de ce genre de problème. Quelquefois, je m'installe en me disant « Ah, magnifique, il n'y a pas de bruit. » Et à peine j'ai commencé que ça y est, un bruit épouvantable, je dois m'arrêter. Du coup, vous devez enregistrer plusieurs livres à la fois ? Alors évidemment, ce n'est pas le même. J'ai un livre chez moi et un livre à la bibliothèque sonore, ce qui est beaucoup mieux. Oui, c'est plus pratique. D'abord, il faudrait toujours le trimballer sur clé USB et le réinstaller chaque fois. Et puis, finalement, l'environnement sonore n'est pas tout à fait le même. Oui, c'est ce que me disait un autre lecteur. Donc, si on veut lecteur. que ce soit régulier, c'est plus facile aussi pour les techniciens, après, quand ils montent le livre. Je me doutais que vous aviez proposé des livres à Giovanni parce que il y a des auteurs qu'on retrouve. Par exemple, vous avez enregistré beaucoup de Le Clésio, beaucoup de Zweig. Je me doute que ça, c'est peut-être vous qui les avez proposés, non ? J'ai proposé Le Clésio. J'aime beaucoup cet auteur. C'est aussi un petit peu symbolique pour moi, si vous voulez, parce que, par exemple, le livre qui s'intitule La Ronde et autres faits divers, c'était un livre très déterminant pour moi par rapport à la lecture à haute voix. Parce que quand j'étais encore à la bibliothèque, j'avais organisé une journée de lecture à haute voix. Chaque personne pouvait venir avec un texte, pas de 15 à 30 minutes à peu près. Et on faisait un petit programme et ça y est, les gens démarraient. C'était à propos de la journée de la lecture. Je crois que c'était au mois d'avril, une fête de la lecture. Et voilà que je m'étais dit, je vais le faire aussi. Je vais lire un texte. Et le premier texte qui m'est venu à l'esprit comme ça, c'était une nouvelle tirée de La Ronde. La nouvelle qui s'intitule Ariane. Alors je les ai pas lus. Je connais mal Le Clésio, je me dis il va falloir que je m'y plonge justement. Ce texte Ariane, je l'ai repris parce que je l'avais lu il y a longtemps, il est pareil. Sorti, je crois en 82, quelque chose comme ça. Alors je l'avais lu il y a vraiment fort longtemps. Et puis quand j'ai relu ce texte pour moi, je me suis dit, aïe, mais je peux pas imposer ça aux auditeurs, c'est impossible, c'est tellement coup de poing, c'est une histoire tellement forte, tellement affreuse. Peut-être que dans cette journée, on aimerait des choses légères, un peu rigolotes, voilà. Et puis non, j'arrive avec mon truc très très fort, et puis je me suis dit, non, je veux changer, je vais chercher autre chose. J'ai cherché, et je suis toujours revenue à ça. Celui-là. Pour finir, je me suis dit, c'est lui, et je me suis lancée sur ce texte. Pour moi, c'était extrêmement impressionnant. J'osais à peine lever les yeux de mon bouquin, mais il y avait un silence tellement impressionnant. J'entendais mais rien du tout, et on était dans une bibliothèque où il y avait quand même des gens qui étaient là pour emprunter des livres. Même eux, ils disaient plus rien. Il n'y avait pas de bruit, rien du tout. Bon, au bout d'une demi-heure, je finis mon texte, je lève les yeux et je vois les gens complètement pris par l'histoire, mais qui m'ont dit, dites donc,
t'as voulu nous imposer quelque chose quand même de violent, pour nous battre ou quoi? Je sortais de mon histoire, j'étais encore là-dedans, la tête pleine de ça. C'était tellement impressionnant pour tout le monde que les commentaires sont venus progressivement. Et puis j'ai eu beaucoup de commentaires élogieux, évidemment. C'est toujours la même histoire avec les lectures à voix haute. C'est que les gens qui n'ont pas aimé, et certainement qui en avaient, mais ils ne sont rien venus dire, alors je ne sais pas. Par contre, j'ai eu des retours très intéressants. Et là, je me suis dit, j'ai eu du plaisir. Il semble que les gens en aient eux aussi. Voilà. Je vais faire ça. Donc, ce livre, j'ai vu qu'il manquait au catalogue. Donc, vous l'avez proposé. Donc, je l'ai proposé. C'est comme ça que que j'ai proposé aussi un autre de Leclésio. Un autre qui est vraiment une très forte histoire et pas compliqué, parce que quelquefois il est très compliqué, Leclésio. Oui. Le livre qui a vraiment beaucoup plu, je crois, parce que l'histoire est pas trop complexe, mais elle est très forte. Ça se passe pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, ça se passe dans le midi de la France, des réfugiés juifs, en partance après pour Israël. Une relation aussi entre une jeune fille juive qui fuit l'Europe et une jeune palestinienne sur place. Quelque chose de très actuel malgré le contexte historique plus ancien. Et ce livre a beaucoup plus, c'est celui qui s'appelle Étoile errante. Ah oui, j'en ai entendu parler de celui-là. En fait, c'est un grand roman de Leclésio et un roman facile d'accès. Je pense que tout le monde, tous les gens qui aiment les histoires doivent aimer une histoire pareille. Maintenant, dire que je l'ai bien lu ou pas bien lu, c'est une autre affaire. Ça, c'est à nous de voir, c'est à nous de décider. C'est à vous de voir, oui, j'ai proposé dernièrement Sartre. Oui, il y en a effectivement. J'ai proposé Camus. Il y a aussi les Olivier Adam, par exemple. Olivier Adam, j'aime beaucoup. Sa rébellion, ce côté révolté, ce côté en marge de tout l'établissement. Il égratigne un peu tout le monde. Ça me fait assez plaisir. Moi aussi, j'aime bien en général, mais là, j'ai peut-être pas lu les bons parce que j'ai pas aimé. Alors, c'est lequel? Je trouvais que c'était poisseux. Mais lequel j'arrive plus à retrouver. Et je trouvais qu'elle s'engluait dans sa déprime. Il est assez déprimé. Alors, le livre que je viens de lire, qui s'appelle Les Lisières, c'est son dernier livre dont on a dit quand même pas mal de bien. Mais quand il est sorti, j'ai lu même, ce sera le futur prix Goncourt. Si je me disais, quelle chance que ça soit quelqu'un comme lui. J'aime assez ce personnage. Mais non, il n'a rien eu du tout. Non. Mais enfin, je sais pas s'il a rien eu. Bon, après les prix, moi, je m'y attache pas. C'est même, pour moi, c'est même un repoussoir, le prix. Oui, c'est vrai, ça vous avez raison. Disons que j'ai attaché un tout petit peu plus d'importance parce que, évidemment, en tant que bibliothécaire, on me demande le prix. Il valait mieux quand même à l'époque que il fallait les connaître, effectivement. Mais pour moi, personnellement, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais j'aurais été quand même contente. Et oui, pour lui, parce que vous l'aimez bien. Oui, parce que je l'aime bien. Mais évidemment, il a un personnage qui est épouvantable dans ce livre. Mais par la voix de ce personnage épouvantable, il dénonce énormément de choses. Et il prend position dans bien des domaines. Et ça me fait très plaisir. Disons qu'il y a des pages presque d'anthologie par moment. C'est un auteur agréable à lire à voix haute. C'est très vivant comme écriture, je trouve. Parce qu'il est plein d'idées, il passe d'un truc à l'autre. Dans la même phrase, ça peut dévier sur d'autres sujets. On n'est pas pris dans quelque chose de monotone. D'Olivier Adam, j'ai lu Falaise et puis Les Vents contraires. Ah oui, Les Vents contraires aussi. Alors celui-là, le résumé m'intéressait, mais comme j'avais pas aimé les deux autres, j'ai dit bon, en même temps, ça veut rien dire parce que j'ai pas du tout aimé des livres de Ellory. Vous savez, tout le monde parle de lui. Il écrit d'énormes polars, R.J. Ellory. Ah voilà, d'accord. Et j'avais pas aimé Les Anonymes, tout ça. Et puis son tout premier, je l'ai aimé, donc oui, ça veut rien dire. Oui, en fait, je lis pas de polars. Non, c'est vrai, vous en enregistrez pas en tout cas. Je n'enregistre pas et je n'en lis pas. C'est une curiosité parce que quand j'étais jeune, j'en ai lu énormément. Et puis ça vous a passé. Ça m'endort. C'est le contraire. Oui, normalement. Les gens ne peuvent pas lâcher le bouquin avant qu'ils aient la clé de l'énigme, mais pour moi non, et puis vu que ça m'endort un peu, eh bien je vois pas passer les indices, je ne rien au bout d'un moment, je m'y perds. Ah non, mais faut pas alors, faut pas vous forcer. Alors, justement, il y a assez peut-être de lecteurs de polars. Oh oui, il y en a. Des polars au
au catalogue. Oh oui, je me suis fait une petite liste d'auteurs que vous avez beaucoup enregistrés. Donc il y a Brigitte Giraud. Oui, alors Brigitte Giraud, c'était au tout début. Quand j'ai démarré à la Bibliothèque Sonore, j'ai proposé mes premiers livres parce que j'avais quand même un peu peur de me lancer comme ça dans des livres très complexes ou bien des gros romans avec plein de personnages, beaucoup de dialogues. J'ai commencé sur des livres qui me paraissaient beaucoup plus simples et je trouve cet auteur très agréable à lire. J'ai eu du plaisir à le faire, mais je crois qu'il ne sort pas beaucoup. Alors moi j'en ai pris un. Elle est assez inconnue au catalogue. J'en ai pris un, et je ne sais plus si c'était J'apprends ou La chambre des parents. J'apprends, elle parle de sa vie et de sa mère adoptive. Ça doit pas être celui-là. Tandis que La chambre des parents, c'est une histoire assez sordide. Oui, c'est celui-là que j'ai pris. Voilà. Alors ça, c'est le tout premier. Et en plus que vous avez fait. Lu. Alors celui-là m'a pas trop plu, mais je me suis dit, bon, faudra que je réessaie quand même. Alors J'apprends, je trouve qu'il est vraiment très bien. D'accord, je vais plutôt prendre celui-là. J'apprends, il est intéressant déjà comme livre. Maintenant, évidemment, c'était mes toutes premières armes. Ensuite, il y a Sylvie Germain. Oui, j'aime beaucoup. C'est vous aussi qui l'avez proposé. Alors moi, j'en ai beaucoup aimé un qui est L'Inaperçu. Après, j'ai pas réussi à accrocher. J'ai essayé de lire Magnus. Je n'ai pas lu pour la Alors je sais. Alors je l'ai emprunté ailleurs. J'ai emprunté à l'Étoile Sonore, mais il me semble qu'il y est là. Mais c'est peut-être pas vous alors. Oui, il y a certainement. Il y est, mais ça doit pas être vous. Oui. J'ai lu Jour de colère. Il y en a pas mal. Hein. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une histoire assez fantastique parce qu'elle est dans un monde. Elle est dans l'ordre du conte. Une histoire folle qui se passe à la campagne avec plein de choses. Comme dans les contes qu'on nous racontait quand on était enfant. On est dans un monde tout à fait différent. Ça n'a rien du monde actuel. Ce n'est pas du tout rationnel. C'est le contraire du roman intimiste et un peu narcissique qu'on trouve actuellement, je trouve. On est en plein dans une histoire folle. Et j'ai bien aimé ça. Il y a aussi Laurent Mauvignier. Ah, c'est un auteur difficile parce que d'abord, le texte est très difficile à appréhender. Vous vous trouvez devant une page où il n'y a presque pas de ponctuation, où les phrases s'entremêlent. En le lisant à voix haute, il faut essayer de conduire un petit peu le lecteur. Vous êtes obligé, parce que sinon... On est obligé de lire à l'avance. Ça, je pense que c'est impossible autrement. Parce que même en le lisant mentalement, pour moi, j'ai dû recommencer plusieurs fois. Ah, ça m'étonne pas. Parce que je savais plus très bien où j'en étais. Oui, si c'est écrit comme ça. Et oui, et nous, on le voit pas. Enfin, on sait pas que c'est... C'est ça. Alors, j'ai lu Des hommes, qui est un grand livre, en fait, qui parle de la guerre d'Algérie. Et c'est un livre qui a eu énormément de commentaires dans la presse, très, très élogieux. J'ai même lu, c'est le plus beau livre qui évoque la guerre d'Algérie. Mais alors, c'est un livre très difficile. C'est difficile au niveau du style, c'est difficile au niveau de ce qui se passe. Évidemment, par moments, c'est très violent. Mais c'est magnifique, c'est une maîtrise incroyable. C'est vraiment un écrivain de très haut vol, je trouve, mais difficile. Et j'en ai lu 1 à 2 voix de Mauvignier. Bon, j'avais lu le livre préalablement, mais quand j'ai commencé à le lire à haute voix, j'ai pris le chapitre 1, puis je me suis dit, une fois que je l'ai lu, mais le chapitre 2, c'est l'homme qui parle. Donc là... Et le chapitre 3, c'est la femme, et le 4, c'est l'homme, et ainsi de suite. Alors j'ai été vers le bibliothécaire, je lui ai dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une voix d'homme pour que ça soit plus vivant? Il a trouvé alors un lecteur qui l'a très gentiment fait, mais ce lecteur n'a eu aucun plaisir à le lire, il m'a dit après coup, parce que je crois que lui n'avait pas lu le livre en entier, enfin j'en suis pas tout à fait sûre. C'est dommage. Et il m'a dit, mais le personnage était tellement affreux. Évidemment, le personnage, c'est un violeur. Alors, je ne sais pas, mais c'est une histoire très troublante. Alors, c'est lequel que vous avez lu à 2 voix? Ceux d'à côté, avec Philippe Dizeran. Ah, c'est Philippe Dizeran. Alors, je l'aime bien, Philippe Dizeran, parce qu'en plus, il lit pas trop lentement. Ah, il n'a pas aimé, le pauvre. Non, il n'a pas aimé, mais c'est tout ce qu'il m'a dit. Parce qu'en fait, on n'a pas pu vraiment partager cette lecture. Avec Michel Keller, on a beaucoup plus partagé parce qu'on s'est vu avant de commencer à lire. Ça, je vous le demanderai. Nos impressions déjà, après l'avoir lu pour nous-mêmes. Mais c'est ce qu'il faut faire. Et puis, pendant le cours de la lecture, parce que ça prend quand même quelques semaines. Bah, vous avez correspondu. On a correspondu, on s'est parlé, on a fait nos commentaires. Et c'était ce que j'appréciais beaucoup. Oui. Tandis que là, finalement, une fois que j'avais lu, moi, toute la partie de la femme, j'ai donné mon texte, et puis on a mis un homme, là, qui a lu le reste.
pas eu de contact. C'est moins bien. C'est dommage. Pour la production, peut-être que ça ne pose pas de problème. C'était dommage pour moi, lectrice. Voilà. Mais même pour lui, je pense. Peut-être il aurait découvert la chose autrement. Voilà. Et puis évidemment, sa partie était... Oui, c'était pas facile. C'était quand même un texte sur un personnage des plus troubles et des plus malfaisants. Sinon, alors vous avez aussi enregistré beaucoup de Patrick Modiano. Oui, j'aime beaucoup. De Christian Auster. Alors Christian Auster, je l'aime bien parce que c'est un auteur qui a beaucoup d'humour. Ah oui. Et on peut lire ça avec un petit clin d'œil. Oui, il faut le lire de manière décalée. Hein, faut pas... Oui, c'est complètement décalé. Et c'est cet aspect-là que j'aime bien. Mais j'ai l'impression que beaucoup d'auditeurs aiment bien Christian Auster. Pourtant, c'est quand même... Il n'est pas dans le peloton de tête du hit-parade des livres. C'est vrai. Hein. Ça plaît un petit peu parce que c'est drôle. C'est léger, c'est rigolo. C'est léger, rigolo. Puis en même temps, ce sont des livres sur l'incompréhension, la solitude. Les thèmes ne sont pas si drôles que ça. Voilà. Vous avez lu de Peter Stamm. Oui. Alors, il y en a un qui me tente, c'est 7 ans. Oui. Vous l'avez aimé ou ça, c'est par curiosité? Oui, vous connaissez cet auteur? Pas du tout. Alors, Peter Stamm, c'est un Suisse qui écrit en allemand, mais je trouve qu'il n'est pas trop mal traduit. Et je me disais, avoir un auteur suisse-allemand à notre catalogue... C'est bien aussi. C'est bien aussi. Et je trouve que c'est un excellent auteur suisse-allemand. Évidemment, il n'écrit pas en suisse-allemand, il écrit en allemand. En allemand. Mais c'est vraiment quelqu'un à découvrir. 7 ans m'intéresse, il est dans mes à lire. Mais bon, si vous voyez tous les à lire que j'ai... Est-ce qu'il vous est arrivé de prendre un livre qui ne vous tentait pas forcément, mais dont Giovanni vous disait qu'il ne trouvait pas preneur et que c'était une demande de lecteur? Enfin, d'auditeur. Alors, directement comme ça, non, mais ça m'est arrivé quand même de prendre des livres sur la table de Giovanni et de ne pas savoir vraiment au-devant de quoi j'allais. Quelquefois, je lui dis, vous me permettez de le prendre juste, comme je vais le mercredi et le jeudi, un mercredi jusqu'à un jeudi, je vous le rapporte, voilà. Je vous donne mon verdict. Oui, vous en dites, oui. J'ai renoncé. Une fois, c'était un livre extrêmement compliqué qui était plus de l'essai philosophique. Et moi, j'ai envie de rester dans les histoires. Puis ils veulent pas que vous preniez quelque chose qui vous... Ils ne veulent pas parce que vous n'êtes pas là pour prendre quelque chose qui vous plaît pas, quoi. Bon, enfin, pas forcément. Je crois qu'ils seraient assez contents qu'on prenne. Par exemple, il y a beaucoup de livres comme de Daniel Steele. Ah oui. Qui est demandé. À force de beaucoup lire, on n'aime plus les auteurs qui sont très plébiscités. Comme Steele, comme Musso, tout ça, au bout d'un moment, on en a fait le tour de cela. J'estime aussi que si on a du plaisir en tant que lecteur, lectrice, si on a du plaisir à lire un livre, on va mieux le transmettre plus loin. Tandis que si vraiment on peine, si on y va à reculons, etc., d'abord, on passe beaucoup de temps là-dessus, ça devient une vraie punition. Et puis ensuite, c'est probablement très très mal lu et c'est fastidieux peut-être aussi pour l'auditeur. Mais je pense aussi qu'ils préfèrent après, et c'est vrai qu'ils sont un peu désolés quand ils n'arrivent pas à caser certains livres. Vous est-il arrivé d'interrompre l'enregistrement parce qu'un passage vous choquait ou vous émouvait? Pas vraiment, mais ce qui m'est arrivé, c'est de me dire, oh là là, dans quoi je suis maintenant? Bon, je continue, et après je réécoute, et puis si ça ne me plaît ça va pas, vous refaites. Je recommence. Oui. Je crois que je ne m'interromps pas pour ça. Tant pis, j'y vais, et voilà. Puis après on écoute, et bon là ça va pas, je refais. De toute façon, je réécoute tout. Il paraît qu'il vaut mieux se réécouter pour plein de choses, pour le ton, pour les erreurs. J'ai eu l'occasion de réécouter un petit bout de texte que j'avais enregistré, je l'avais relu, et il y avait une épouvantable faute de liaison. Je trouvais ça horrible. Je me suis dit, le disque est fini, etc. Les liaisons mal à propos, ça c'est affreux. Exactement ça. Mais là-dedans, ça n'allait pas du tout. Ah mais vous savez, il y a des comédiens, des lecteurs professionnels et les livres vendus dans le commerce, des fois il y a des liaisons mal à propos. Ça me concerne. Faites-vous beaucoup d'erreurs de lecture? Ah oui. Comme vous les corrigez, je trouve que ça glisse bien. Et tout. Ah ouais, vous en faites, vous devez souvent... Oui. Et puis il y a des jours avec plein d'erreurs. Et d'autres jours où tout d'un coup, ça va tout seul. Ça glisse. On ne sait pas à quoi ça tient. Et ça vient aussi du texte, vous savez. Oui, vous trouvez il y a des devant un texte qui est très fluide. Et tout va bien. Vous vous trouvez devant un texte qui est un peu heurté. Ou bien une très mauvaise traduction. Pour parler de traduction, un livre que j'ai trouvé épouvantable à lire, et pourtant c'est moi qui l'avais proposé à Giovanni,
parce que je trouvais que c'était un livre très important pour le XXe siècle, et puis qu'il manquait au catalogue. C'est d'Alexandre Solzhenitsyn, Une journée vivante de Denisovitch. Je ne sais pas si vous connaissez le livre. Je connais, mais je ne l'ai pas lu, j'avoue. Voilà. Mais je connais, Il se passe donc dans les camps, dans le goulag, voilà. Dans les camps. C'est le livre qu'il apprenait par cœur, c'est ça, non? J'avais vu un documentaire où il racontait qu'il apprenait tout ce qu'il voulait ensuite écrire par cœur pendant ses journées de travail. En fait, il se le récitait lui-même, il se l'inventait, puis ensuite il se le récitait. Ah non, je n'ai pas connaissance de ça. Ça m'avait perturbé. Et ça l'aidait à tenir... En fait, c'est l'histoire d'une journée d'un prisonnier, du matin au soir, du lever au coucher, dans des conditions absolument épouvantables. Ouais. Et pour lui, c'était une belle journée, parce qu'il avait eu un tout petit peu plus à manger, parce qu'il n'avait pas eu besoin de faire tel et tel exercice ou travail, difficile. Parce que il faisait trop froid, ou je ne sais plus exactement tous les détails, mais tout le temps, il est content. Et puis un autre prisonnier lui a donné un petit truc, il est content. Et c'est tellement, tellement impressionnant que je me disais, ce livre, il est extrêmement marquant. Et c'est un petit livre de Solzhenitsyn, ce n'est pas l'archipel du Goulag avec ou le premier cercle. Non, c'est un petit livre, donc ça découragera peut-être moins les auditeurs. Je me suis lancée là-dedans, et évidemment, Solzhenitsyn a certainement écrit ça dans un russe très populaire, puisque ça se passe... dans les camps, avec des gens qui jurent ou qui parlent différemment du parler habituel. Mais alors c'est traduit dans un français très bizarre. Je suis persuadée que des gens qui parlent français et qui se trouvent dans cette situation-là ne parlent pas comme ça. Comme ça. Donc à tous les mots, on est heurté. On bute. Oui, c'est pas naturel dans le contexte. C'est pas naturel dans le contexte. Alors je veux bien qu'il y ait un langage populaire, peut-être vulgaire à la limite, ou avec argotique, ou je sais pas quoi, mais ça c'est encore tout autre chose. C'est une sorte de drôle de traduction d'une langue qui pour moi est inconnue. Ah oui, carrément. Quand on lit à haute voix, parce qu'en lisant mentalement, je m'en étais pas aperçue. Eh ouais, c'est marrant. Ah, mais il paraît qu'on découvre des choses en lisant à haute voix, ou des fois des choses qui ne passent pas, des atrocités qui passent pas, qui passent à la lecture mentale, parce que mais il y a une lectrice qui me disait, il y a des choses, ça a été dur à les sortir. Depuis qu'il y a des formations, est-ce qu'on vous a fait remarquer certaines erreurs ou certaines façons de faire que du coup vous corrigez? Oui, alors ça m'a libérée. Parce que quand j'ai commencé, on nous disait qu'on était là pour dire le texte tel qu'il était, sans mettre d'émotion. Mais je trouvais que c'était impossible, donc j'en mettais toujours un peu. Voilà. Mais disons qu'évidemment, il ne fallait pas faire du théâtre. Non. Ça me retenait, je me disais, bon, je lis. Et puis, bien, à ce moment-là, je lisais presque trop vite, dans le sens que je ne lis jamais très très vite, mais j'enchaînais trop, il n'y avait pas de silence, et je crois que le silence est quand même bienvenu. Ça m'a appris ça, les cours, à me permettre ce que je ferais si je me trouvais vraiment devant un auditoire. Tandis que je suis juste avec mon micro, alors j'y vais, mais en fait je ne suis pas une machine, donc je dois lire autrement. J'en avais parlé à la chef. Ah oui. Parce que elle m'a accordé une interview aussi, qui est sur le blog. Ah d'accord. Et je lui avais dit, vous savez, moi au début, je pensais que vous souhaitiez que les lecteurs soient très 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 sobres, et pour moi c'était trop. Et je lui dis, mais j'ai dû me méprendre parce qu'il y a certains lecteurs qui font bien. Elle me dit alors en fait, oui, on leur a mal expliqué parce qu'il y en a qui se retenaient trop. On a trop parlé de neutralité parce qu'on voulait tellement pas qu'ils surjouent que du coup il y en a qu'on a un peu bridé, et c'est pas bien non plus, parce que je lui dis, moi il y a des lecteurs que je peux pas lire, ils sont trop monotones, je ne peux pas prendre. S'il y en a, j'ai fait une croix dessus, et pourtant il y a des livres que j'ai envie de lire, qu'ils ont lus, mais je peux pas parce que j'ai envie de dormir quand je les entends. Et donc elle m'a dit, oui, effectivement, on s'était mal exprimé et on a refait une explication, et là en fait elle dit faut trouver le juste milieu. Et c'est vrai, il faut pas jouer parce que quelle horreur, mais il faut quand même mettre un peu de vie. Il faut s'approprier le texte, c'est une chose vraiment dangereuse et malhonnête. Alors évidemment, si on vibre à quelque chose, il faut vibrer d'une manière pas théâtrale. Voilà, c'est ça. Oui, parce que c'est pas beau. Il faudrait que l'auditeur nous oublie, qu'il soit dans l'histoire.
Alors moi, je peux pas oublier le lecteur parce que j'aime beaucoup les voix des lecteurs. Oui, mais si vous aimez le texte... J'ai essayé, mais ça, il y a des lecteurs... Malgré le lecteur, des fois, je me suis dit, allez, tu veux lire ce livre, alors tu le lis, même si t'aimes pas. Mais j'y arrive plus. J'y arrivais un peu, maintenant j'y arrive plus. Mais c'est vrai qu'on s'est aperçu dans ces cours qu'il y avait aussi des gens qui lisaient de manière très scolaire. Oui, j'ai essayé d'éviter ça. Non, ça, il faut pas. C'est vraiment... C'est somnifère, quoi. Ah ouais. Ces phrases qui ont toute la petite mélodie, la même c'est petite ça. mélodie. C'est très dur de trouver le juste milieu. Oui, c'est très dur, mais je pense que ce qui m'aide à trouver, bon, je sais pas si je l'ai trouvé, mais disons, d'être sur cette voie, c'est quand même de connaître le texte. Ça vous facilite la tâche. Faites-vous des gestes lorsque vous enregistrez? Non, pas vraiment. Non, pas parce qu'il y en a beaucoup qui en font. De me mettre, peut-être les comédiens alors. Même les bénévoles, il y en a certains qui en font. Non, j'essaie de trouver une position très relaxante. Alors je m'accoude des deux coudes avec une table qui fait un angle. Donc je suis dans l'angle de la table avec un coude d'un côté et l'autre coude de l'autre, mais pas vautré sur la table, comme on dit, parce que ça coupe la voix. Oui, c'est vrai, ouais. Et puis une fois que j'ai trouvé cette position et que j'ai mon micro en face de moi, mon corps finalement n'est plus totalement là. Oui, c'est la voix, enfin c'est la tête. Vive le texte plus corporellement. Oui, il y en a, oui. Les tournures de pages, à mon avis, c'est toujours un petit problème, pas faire de bruit, tout ça. Oui. Est-ce que pour éviter ça, vous seriez prête à lire sur une liseuse? Oui, pourquoi pas. Ça ne me dérangerait pas d'avoir une liseuse. J'aime beaucoup l'objet livre. Je suis attachée. Mais pourquoi pas? Par contre, alors les tournures de pages, j'ai entendu exactement la réflexion contraire de la part d'un auditeur qui disait « Moi j'aime quand on entend tourner les pages parce que je sens le livre qui est là. » C'est comme si moi-même je tournais la page. Alors, c'est vrai que moi j'aime pas parce que ça coupe, mais je comprends la réflexion. Donc je pense que c'est très personnel. Oui. Comme paraît-il que chez une de nos lectrices, il y a une pendule. Et certains ne supportent pas moi, la je pendule, supporte pas. Et d'autres adorent. C'est pas forcément accepté de la même manière par les uns et les autres. Oui, c'est sûr. J'avais dit, vous savez, tourner les pages, c'est pas très important. On sait que vous lisez. De toute façon, moi, je les entends pas. Certains livres s'ouvrent extrêmement mal. Oui, ça se colle. Donc là, je suis obligée d'essayer de trouver un petit truc pour qu'on n'entende pas la page tourner. Mais d'autres fois, ça me paraît être sans problème. Que venez-vous d'enregistrer? De Paul Auster, qui est un auteur américain que j'aime beaucoup. J'ai lu Chroniques d'hiver. J'ai fini aussi les nouvelles de Sartre, Le Mur. Giovanni m'avait proposé de lire L'enfance d'un chef de Sartre, qui est en fait une des nouvelles du volume Le Mur. J'ai lu L'enfance d'un chef, puis après je me suis dit, mais c'est dommage finalement il y en a d'autres. De ne pas avoir le livre entier. Oui. Alors je lui ai proposé de le lire en entier. Alors évidemment, L'enfance d'un chef, c'est du copier-coller, il a été remis le volume Le Mur, mais il y a aussi toutes les autres. Toutes les autres, oui, c'est mieux. Et qu'est-ce que vous êtes en train d'enregistrer? Alors, je suis en train d'enregistrer d'une auteure russe tout à fait jeune, et c'est son premier livre, Anna Lavrinenko, L'enfant perdu. J'ai accepté de lire de Gilbert Sinoué, Les Nuits du Caire. Il est court aussi celui-là, ça m'étonne parce que Gilbert Sinoué fait des gros pavés. Oui, mais c'est quelque chose de très particulier. Je ne savais pas au-devant de quoi j'allais. Oui. Et je me suis dit, mais c'est très intéressant parce qu'en fait, à travers une petite histoire... qui a l'air comme ça, banale. Qui a l'air légère peut-être d'une certaine manière, il parle des révolutions arabes. Les Nuits du Caire, c'est pas les belles nuits parfumées. Oui, voilà, c'est pas ça. C'est vraiment autre chose. Et ça, c'est très intéressant. C'est très d'actualité, même si au moment où ça se passe, on en est tout au début, avant la chute de Moubarak. Mais c'est quand même... ça nous donne quand même beaucoup de pistes pour comprendre ce qui mais Sinoué, il fait beaucoup, enfin, il se documente beaucoup, c'est très... J'ai enregistré aussi, il n'y a pas longtemps, ça me revient à l'esprit, parce que c'est aussi un que je viens de donner, c'est aussi un petit livre de Kim Thuy. Ah oui. C'est une auteure vietnamienne. Elle a écrit un premier livre qui s'appelle Rue. Oui, c'est sa vie, je crois. Et c'est magnifique. Alors celui-là, j'ai essayé de le lire, mais je crois que c'est le style qui ne m'a pas plu. C'est par petites touches qu'elle parle au fond d'une chose terrible.
la fuite des Vietnamiens sur bateau, les boat people. Oui. Et je voulais le lire, il m'intéressait beaucoup, mais c'est le style qui m'a un peu arrêté. C'était des petites phrases, je crois, non? C'est par petites touches. Je ne suis pas sûre que cet auteur, je l'ai apprécié si je l'avais lu mentalement. Parce que je lis trop vite pour certains textes. Certains textes, me disent, ils gagnent à être lus plus lentement. Et l'auteur n'a pas voulu qu'on lise ça à toute allure. Les phrases sont travaillées, on imagine quand même que l'auteur a voulu faire quelque chose. Oui, sur lequel on va s'attarder. Voilà. Vous avez enregistré L'attente du soir. Oui. Alors je l'ai beaucoup aimé, celui-là. Oui. D'ailleurs, elle en a écrit un autre, je ne sais pas si vous l'avez... La BSR, non, je ne l'ai pas lu. Alors il est très bien aussi, c'est Des clous. Oui, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas lu. C'est dans une grande entreprise. Oui. Et donc L'attente du soir, elle a réussi, je trouve, à faire 3 styles différents pour les 3 protagonistes. Oui, et ça j'ai trouvé très fort parce que c'est une toute jeune auteure. Oui. Et vraiment, elle s'était lancée dans un livre pas facile. Conséquent, pas facile. J'ai eu beaucoup de plaisir, mais après coup, j'ai pensé que là, on avait manqué quelque chose. On aurait pu faire une polyphonie. Oui. Ah, j'aurais trouvé ça encore mieux. C'est sûr. Il y a 3 personnages très typés, très différents, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. En tout cas, au début, voilà. On se demande quel est le lien. Alors bien sûr, on se dit, ils vont se retrouver quelque part. Bien sûr. Et ça met un moment avant qu'on comprenne le chemin qu'ils prennent pour se rencontrer. Et c'est très bien construit parce qu'elle a déconstruit, entre guillemets, mais on voit que c'est travaillé. Oui, c'est un livre vraiment très fort et très sensible. Je pense qu'il passe un petit peu inaperçu, déjà peut-être par son titre. L'attente du soir, c'est vrai que, bon... Dans les auditeurs de la bibliothèque sonore, il y a quand même beaucoup de personnes âgées. Ah oui, donc l'attente du soir, bon, ça donne pas envie. Décourage, mais déjà tellement là-dedans, lisons quelque chose qui nous change les idées. Et pourtant là, ça change les idées, parce que on est dans un monde complètement différent du quotidien. Ah oui, complètement. Elle est très forte parce qu'elle nous raconte une histoire qui est malheureusement banale. Cette mère saleté, là, on ne sait pas trop d'ailleurs, la mère, pourquoi elle agit comme ça, parce qu'en général on sait, mais on ne sait pas pourquoi elle est méchante comme ça. Elle rejette sa fille, bref. Et elle nous raconte ça de manière... parfois ça ressemble presque à un conte initiatique, un conte cruel. Absolument, oui. Oh, je trouve que même les 3 parcours sont de l'ordre du conte. Oui, celui qui vit dans le cirque, donc la jeune fille complètement délaissée, et le môme. Alors lui, on se dit, mais comment il s'en est sorti? Oui, c'est extraordinaire. Et là, en fait, en lisant ça, j'ai énormément pensé aux auditeurs, me disant, comment perçoivent-ils les couleurs? Et c'est toujours la grande question pour nous autres voyants. Ce texte... C'est très coloré. C'est très coloré. Pour vous aussi. Elle a réussi, parce que le môme, il voit tout en couleur, en fait. Oui. C'est ce qui le fait avancer. Et elle a réussi à me donner une petite idée. Oui, on les perçoit. Pour moi, par exemple, le soleil, c'est jaune. Alors, le jaune, ça va être chaud. Mais bon, c'est pas du tout ça, je pense. Mais elle a quand même réussi à me faire un peu entrer dans l'univers des couleurs. C'est fort aussi qu'elle ait réussi à faire ça. Je trouve ça fantastique, oui. Puis on se laisse prendre. Ce que je trouvais vraiment qui était un tour de force, c'est... Nous sommes dans 3 histoires qui sont tellement loin du quotidien des gens, ou des histoires qu'on raconte habituellement. Et puis on se laisse prendre complètement au jeu. Ah oui, complètement. Ces personnages nous deviennent extrêmement attachants. Et c'est vrai qu'au début, ils n'ont pas de nom, un peu comme dans les contes. Si, Giacomo, mais après... Il y a Giacomo, oui. Mais le môme... Est-ce qu'il a un nom? Lui-même dit qu'après, c'est plus le môme, mais on l'appelle toujours le môme dans le livre. Et elle, je crois que son prénom n'est mentionné qu'une fois. Oui. C'est Mademoiselle B, sinon. Mademoiselle B. Il lui donne encore plus de... C'est la personne invisible. Voilà, c'est ça. C'est ce que ses parents font d'elle, quoi. On ne remarque jamais. Les gommer, vraiment. Ça. Et d'ailleurs, on se dit, mais elle aussi, comment elle a fait pour... On comprend pourquoi elle s'abrutit à un moment dans son travail. Vous avez enregistré Les filles de l'ouragan à plusieurs voix. Comment a été prise la décision? Avec Michel Keller, on s'est dit une fois que ce serait sympa de lire les deux, un texte. Oui, mais toutes les deux. Un texte théâtral, une polyphonie. Voilà, un livre, un roman. Un livre à 2 voix, un roman à 2 voix. Voilà. Et sur la table de Giovanni, où il y a beaucoup de choses, et bien tout d'un coup, je feuillette ce livre qui m'aurait peut-être pas tenté autrement.
Mais je le feuillette et je vois qu'il y a 2 personnages féminins qui reviennent tout le temps. Je me dis, bon, c'est celui-là qu'on va lire. Voilà. Et voilà, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Et après, il fallait un homme pour le premier ou le dernier chapitre. Pour Edwin. Et alors bravo, parce que Hervé de Tray, c'est vrai que je l'aime beaucoup aussi. Je trouve qu'il a une lecture très fluide. Bon choix. Alors comment vous avez fait aussi pour le choisir? Vous avez fait un casting? C'est Michel qui avait écouté quelques voix d'hommes sur des BSR actualités ou comme ça, en piquant dans dans ce qu'ils étaient en train de lire, quoi. Ouais. Et puis, comme elle est à la BSR depuis plus longtemps que moi, elle connaît un peu plus de monde. Elle avait repéré quelques voix. Et puis elle m'a dit, qu'est-ce que tu penses? Elle en avait gardé 3 ou 4 comme ça. Et je trouvais que celle d'Hervé de Tray allait très bien. Ah ouais, elle et va puis très voilà très que, bien. Lors d'une balade, d'une journée pour les lecteurs, où nous nous promenions dans la nature, Hervé de Tray était à notre table. Alors c'était un clin d'œil avec Michel en disant, on a notre homme. Ça y est, c'est lui. Il a été tout de suite d'accord. Ah mais il a très bien fait. Les 3 voix s'accordaient très bien. Vous disiez que vous l'aviez, elle, rencontré pour en parler. Vous avez aussi rencontré Hervé de Tray? Un peu moins. Moi, je n'ai pas rencontré Hervé de Tray. Lui, il avait moins à lire déjà. Il avait 2 chapitres à lire, ce qui n'était pas beaucoup parce que le livre en avait quand même pas mal, mais c'était important qu'on ait une voix différente des nôtres. C'était trop blanc. C'était l'une ou l'autre qui lisait. Ça aurait pas été bien, ça m'aurait pas plu. Non, pas été bien. Et alors, Michel Kellet me disait, j'en cherche d'autres. Donc moi aussi, donc j'en ai trouvé un et qui, à mon avis, aurait du succès. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est Ma vie pour la tienne de Jodi Picoult. Alors, je suis une grande fan de Jodi Picoult, je dois dire. Et ils sont pas beaucoup traduits, ces livres, donc je les lis beaucoup en anglais. Mais celui-là a été traduit. C'est l'histoire d'une fillette qui a été conçue pour, c'est horrible à dire comme ça, mais pour servir de réservoir d'organes à sa sœur. D'accord. Parce que la sœur a la leucémie. Il y a 5 personnages. 5 personnes, mais pas de problème maintenant qu'on s'est lancé là-dedans et qu'on a des échos positifs. Voilà. On va réussir. Ah oui, moi ça me plaît beaucoup que vous ayez enregistré à 2, enfin à 3, mais je disais, il faut qu'il le refasse. Je pense que c'est un plus. Oui. Et j'ai eu de bons échos des filles de l'ouragan. Ah, chouette. À cause de ça. Il n'y a pas que moi qui ai aimé. On s'imagine mieux les personnages parce que c'est pas la même voix. C'est pas la même voix. C'est marrant. Maintenant, on se disait quelle voix va le mieux avec quel personnage. Alors ça, on n'arrivait pas à trouver. Ça aurait donné un livre différent. Je trouve que ça allait bien. Oui. Parce que je voyais Ruth un peu plus réservée et vous avez une voix plus feutrée que Michel Kellet, qui a une voix beaucoup plus, on va dire, on dirait qu'elle est plus riche que tout, quoi. Voilà. Voilà, d'accord. On a bien choisi parce qu'au début, on ne savait vraiment pas. Et qui va faire qui? Qui va faire qui? On a regardé après à la longueur de la partition, si on peut dire, parce que comme je viens plus souvent à la BSR que Michel, eh bien, je pouvais avancer davantage, alors j'ai pris la partie la plus longue. J'ai lu un livre qui, après coup, je me suis rendu compte que c'est dommage qu'on ne l'ait pas lu à en 3 voix. C'était de l'auteur suédoise Katharina Mazetti. D'ailleurs, il est sorti, c'est Le caveau de famille. Oui, c'est la suite en plus. J'ai lu Le caveau de famille. Et puis La tombe du mec d'à côté, c'était ça. C'est une autre lectrice qui l'a enregistré. C'est une autre lectrice. J'avais proposé de le lire à plusieurs voix, puis on m'avait dit mais non, le premier est lu comme ça. Comme ça. Alors ça c'est dommage. Voilà. Effectivement, les deux auraient dû être lus à 2 voix. Celui-là, il est sorti dans le commerce et je vous avoue que je préfère la version du commerce parce que il est lu à plusieurs voix. 2 voix pour le premier et 3 voix pour le deuxième parce qu'il y a la fille avec qui. Dans le troisième, il y a une petite partition pour une autre femme, la femme avec qui Benny doit se marier. Là, c'est vrai que je trouve que la BSR, déjà que ce soit pas les mêmes personnes qui aient lu les deux, je trouve ça dommage. Et en plus que ce soit pas à plusieurs voix aussi. Vous avez enregistré 2 livres de Jonathan Coe. Oui. D'ailleurs, vous aviez parlé de La pluie avant qu'elle tombe dans un BSR Actu. Vous suivez tous les BSR. Ah oui, moi j'aime beaucoup. Et j'aime bien quand ils mettent les livres en avant, quand ils disent là le lecteur, il va nous parler chouette. Et alors je voulais le lire, je voulais même lire les 2.
Et puis j'ai lu coup sur coup 2 de Jonathan Coe qui m'ont pas plu, et donc pour l'instant je fais une pause. Mais oui, lesquels avez-vous lu? alors c'est La fille de hasard ou La femme de hasard. Ah oui. Et puis La vie très privée de Mr. Sim. D'accord. Alors le livre que j'ai lu, dont on avait fait une petite interview, c'était La pluie avant qu'elle tombe. C'était La pluie avant qu'elle tombe. Voilà, c'est ça. C'est un livre magnifique, qui n'est pas du tout dans le style de Jonathan Coe d'habitude. Bon, voilà. C'est un auteur en fait très caustique, très british. Oui, oui, c'est ça. Bien à lui, et qui s'attelle souvent à des sujets très politiques. Ouais, mais dans ce cas-là, rien à voir. C'est une histoire plus intimiste. Certains ont trouvé que c'était un peu fade par rapport à ce qu'il écrivait habituellement. Ah, mais je vais peut-être aimer. Il n'y a alors. pas d'humour dans ce livre. Ah. Mais par contre, c'est une histoire très forte. Elle parle d'une jeune aveugle. Je pense que vous vous souvenez peut-être. Oui, avec sa grand-mère. Et la narratrice est une femme âgée qui va mourir bientôt et qui, avant de mourir, veut raconter à la jeune aveugle son enfance, l'enfance de la jeune aveugle, qui veut lui expliquer au fond d'où elle vient, qui sont ses parents, et pourquoi elle est aveugle aussi. Et pour ce faire, la vieille dame enregistre l'histoire. Donc, moi, en tant que lectrice, ça vous a parlé. Je lisais quelque chose que la narratrice enregistrait. J'enregistrais ce que quelqu'un enregistrait. C'était assez curieux comme situation. J'avais bien aimé lire ce livre. Et ce livre a eu beaucoup de succès. Il y a eu plein d'auditeurs qui m'ont dit que ça leur avait vraiment beaucoup parlé. Mais c'est assez sentimental, mais c'est pas bête du tout. Donc, voilà. Tant mieux. Du tout. Ah, ça non. Là, vous me dites, c'est pas le même registre, donc. C'est pas le même registre. Et c'est même étonnant parce que j'en ai lu pas mal de Jonathan Coe, et c'est en fait le seul que j'ai trouvé vraiment différent des autres. Vous avez enregistré La chambre de Mariana d'Aaron Appelfeld, et là aussi, je crois que vous en avez parlé dans un BSR Actu, il me semble, ou alors je l'ai peut-être rêvé. Le petit garçon qui est caché dans une maison close pendant la guerre, en fait. Voilà. Et alors voilà, celui-là, c'est juste pour savoir un peu ce que vous en avez pensé, parce qu'il me tente, mais j'hésite en fait. Bon, écoutez, vous en lisez tellement, vous le prenez, et puis voilà. Vous écoutez comme petit bout. Voilà, on essaie, et puis oui, mais je fais ça. C'est vrai que c'est une histoire très, très forte, et qui semble quand même pleine de choses vécues par l'auteur. J'ai l'impression que Appelfeld a fait énormément appel à sa vie dans ses textes. Alors évidemment, il a romancé, mais il a certainement vécu des choses assez similaires. Vous avez enregistré La grand-mère de Jade. Oui, celui-ci, il a eu beaucoup de succès. Alors celui-là, je l'ai pas lu. J'en ai lu un d'elle, La vie d'une autre, qui m'a plu. Et après, j'ai lu La nonne et le brigand. Et je l'ai trouvé nul. Ah oui. Donc ça m'a un peu refroidi pour La grand-mère de Jade. C'est un livre sympathique, en plus, mais je crois que c'est un livre délassant. J'ai essayé de lire que vous avez enregistré La nuit où le serpent fut tué. Oh, c'est très compliqué. Ouais, j'ai pas pu le finir. Alors ça, c'est une suggestion de Giovanni, et comme j'aime quand même assez la littérature japonaise, je me suis dit pourquoi pas. Mais en lisant ça, je me suis un peu ennuyée. Ben, moi, j'ai pas pu le finir. On se perd un peu. Mais il y en a un dont je veux vous parler parce que il a un petit plus. Ce n'est pas une polyphonie, mais il a un petit peu de musique. Ah bon? Alors, c'est le livre d'Anna Enquist, Contrepoint. Je l'ai vu passer, il me tenterait peut-être, mais j'en ai lu un autre d'elle qui ne m'a pas plu. C'est un livre qui est inspiré des variations Goldberg. Et il y a autant de chapitres que de variations. Et chaque chapitre a pour titre le titre d'une variation, qui sont des titres du genre Allegretto, comme ça. Vous voyez? Oui, voilà. Et l'éditeur, c'est chez Actes Sud, a mis, juste après le titre, une phrase musicale de la partition de Bach. Qui correspond à la variation. Alors, qui correspond, donc vous avez la variation 12, par exemple, vous avez les premières notes de la variation 12 sous les yeux. Et je me disais que quand même, c'est très sympathique à voir. Mais pour le non-voyant, ça serait quand même formidable d'avoir un petit peu de musique. Bah oui, parce qu'on le perd. Alors, et puis d'autant plus que c'est très important parce qu'elle parle de ces variations. Dans chaque variation, il y a un petit passage sur la musique elle-même. Et oui. L'héroïne est une pianiste
qui joue les variations, qui essaye de les rejouer après beaucoup d'années, qui s'aperçoit que c'est très difficile et qui petit à petit les retravaille. Et alors elle est dans une variation différente à chaque chapitre. Et en même temps, elle nous parle de sa vie. On a un peu le roman de sa vie à travers cette musique. Mais il y a beaucoup de considérations sur Bach. Ah oui, bah oui. Il n'y a pas seulement la romance. On a enregistré ses premières phrases musicales. Et donc, quand après, vous elles ont été entendez le insérées. chapitre, vous avez chapitre 12, par exemple, Allegro, et puis tac, tac, tac. Ah, ça doit être bien, petite effectivement. musique, et hop, après on démarre dans le texte. Ah, ça doit être très sympa. Et Parce ça donne une qu'effectivement, couleur, parce que, évidemment, une variation gaie, elle sera beaucoup plus sur un sujet léger. eh oui. Et une variation plus pathétique, eh bien là, on va entrer dans un moment de son existence, parce que son existence est un petit peu faite en kaléidoscope. Là, vous voyez plein d'aspects différents, qui ne sont, c'est pas linéaire. C'est un petit flash sur Ah oui, il y a des petits souvenirs décousus. Et ça se reconstruit petit à petit. C'est nous qui reconstruisons, en fait. Voilà. C'est bien d'avoir mis les... Enfin, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir... Au début, ça avait l'air de poser des problèmes, et puis notre technicien, Marc Champeau. Marc Champeau, est parti là-dessus tout joyeusement, comme toujours. Et, Oui. et je crois que ça fait un plus. J'ai eu un commentaire d'un auditeur qui m'a dit que c'était vraiment beaucoup plus agréable. De toute façon, on aurait perdu quelque chose. On n'aurait pas eu le texte intégral. Enfin, on n'aurait pas tout eu, puisque la transcription de la phrase musicale, on ne l'aurait pas eu si... Voilà, exactement. Donc oui, il fallait le faire. Et j'ai eu le commentaire d'un auditeur qui m'a dit « Mais vous avez fait d'une pierre deux coups parce que vous avez lu un livre qu'il avait trouvé magnifique. Voilà. Et puis, vous m'avez fait connaître ces variations que je ne connaissais pas. Du coup, j'ai été les commander à mon disquaire. » Ça, c'est les petits côtés sympas, accrocheurs, où Oui, d'un c'est coup, chouette. ça fait un petit plus, c'est plus vivant. Vous avez enregistré des romans de Aki Shimazaki. Alors ça m'intrigue parce qu'ils sont tout petits et il y a plusieurs tomes. J'aime bien cet auteur aussi. Je l'avais découverte pour une autre série où il y avait aussi 5 petits livres, mais ce n'est pas moi qui les ai Non, lus. je crois qu'ils ont été lus, je sais plus par qui, mais ils ont été enregistrés. Ça s'appelle Le poids des secrets. Oui, c'est ça. Et puis j'avais trouvé ça très fort. Et voilà qu'elle s'est lancée dans une nouvelle série. Alors je ne sais pas si c'est fini parce que pour le moment il y a 4 volumes. Le premier, c'est pas moi qui l'ai lu. Mais quand j'ai vu que les suivants étaient sortis et que le premier était déjà lu, j'ai proposé de lire les autres. La suite, voilà. que je trouvais dommage. C'est une histoire qui se passe. Ce n'est pas une polyphonie. En quelque sorte, ça pourrait en être une. Pourrait. Mais il y a une histoire de base. Je pense que l'auteur, elle a une histoire assez longue dans le temps. Et elle prend un personnage de l'histoire qui raconte l'histoire à sa façon, et après... mais dans un moment différent de l'histoire. Alors vous pouvez être au tout début de l'histoire même, ou bien vous pouvez être au milieu ou à la fin, et vous ne comprenez le tout que quand vous avez lu Chaque fois, ça donne une facette différente de l'histoire. Et je trouvais que c'était très intéressant comme c'était fait. Après, vous devez reconstituer le puzzle. Absolument. Et c'est bien de les lire d'affilée. Oui, pour bien se souvenir, en fait. Autrement, avec encore des noms japonais, vous êtes un peu perdu après. C'est très symbolique parce qu'elle donne à ces livres des titres, je ne sais pas, la libellule, enfin, il y a une traduction française pour ces petits mots japonais. Et c'est un symbole par rapport au livre en question. Vous avez enregistré Un verre de lait, s'il vous plaît, oui. De Herbjörg Wassmo. Oui. En fait, c'est pour savoir s'il n'est pas trop dur, étant donné le résumé. Il est très très dur. Il a l'air très dur. Que j'apprécie beaucoup. J'aimerais le lire, mais je recule parce qu'il a l'air très très dur. Ah, il est très dur. Il parle d'une réalité. Oui, sûrement. Il parle de la traite des femmes. J'en ai lu la trilogie de Torah. C'est par la trilogie de Torah que j'étais entrée dans le monde de Wassmo et que j'ai désiré aller me balader en Norvège à cause de ça et j'y suis allée. Alors, vraiment, cette trilogie m'avait vraiment tellement plu. Elle est très bien. Et en même temps, c'est très horrible. C'est très dur. C'est très dur, mais j'avais envie de connaître ce paysage. Les personnages et les paysages sont très bien analysés, très bien décrits. Si vous voulez un livre moins dur de Wassmo, c'est l'autre que j'ai lu. Ah oui, 100 ans. 100 ans. C'est vrai, il y a 100 ans aussi. C'est très intéressant en fait parce que
elle-même, l'auteur est dans l'histoire. Oui, apparemment. C'est-à-dire qu'elle parle un petit peu de ses ancêtres, à travers les femmes, à travers 3 générations, sauf erreur, de femmes, de sa famille. On a un aspect un petit peu ethnologique de ce qui se passait dans le nord de la Norvège à certaines périodes, mais en même temps, les personnages sont très vivants et on les suit petit à petit. Et tout d'un coup, elle-même, elle apparaît à la fin du livre. Et oui, puisque c'est sa famille. Mais c'est quand même romancé. Oui. Ça se lit comme un roman. Comme un roman. Je pense pas qu'elle soit absolument fidèle, comme si elle avait écrit une autobiographie. Oui, elle le présente comme un roman. Et ça se lit tout à fait comme un roman. Écrivez-vous? J'aurais vraiment aimé écrire. Mais... J'ai écrit beaucoup pour moi. J'ai écrit dans ces ateliers d'écriture. Ah oui. J'ai beaucoup fait de correspondance avec des amis. Mais bon, la correspondance, c'est un art qui se perd. Le mail, c'est bien aussi. Oui, le mail peut servir à quelque chose. Mais le SMS, plus la correspondance. J'aime pas trop le SMS. Recevez-vous le BSR Actu sur CD ou le téléchargez-vous? Alors, je le reçois sur CD. Vous savez, je les écoute pas régulièrement parce que j'ai pas le lecteur MP3 partout. Il faut avoir le temps. Elle les écoute régulièrement parce qu'elle les met dans la voiture. Ah! Moi, je n'ai pas ça dans la voiture. Ah, mais c'est chouette pendant les trajets, voilà. Allez-vous au BSR Apéro? Ah oui, alors tant que je peux, ma foi, quand je dis tant que je peux, c'est plutôt parce que il y a certains samedis où, ma foi, j'ai autre chose. Mais si je suis libre, j'y vais, c'est prioritaire si je suis libre. Ah, vraiment. Chouette. J'ai pas une obligation familiale ou autre. Oui. Pour moi, c'est très très important parce que là, il y a le contact. Pas seulement la conférence ou ce qui s'y dit, c'est de rencontrer les auditeurs. Les auditeurs, d'autres lecteurs. D'autres lecteurs aussi, de discuter de manière informelle comme ça entre nous, à bâton rompu de ce que l'on fait, comment on a ressenti tel ouvrage. Et c'est très très important, c'est être dans le concret. Au début, quand je commençais à lire, j'aimais lire, j'ai tout de suite aimé, j'ai tout de suite adoré, je me suis dit oui, je vais continuer, je vais persévérer, il n'y a rien qui va me décourager, mais je trouvais qu'il n'y avait aucun retour, aucun échange, et c'était un peu dur. C'est sympa aussi de savoir, alors là, on a aimé, ou là on n'a pas aimé, parce que c'est vivant. Oui, et puis oui, c'est concret, comme vous dites, parce que vous, toute seule devant votre ordinateur, au bout d'un moment... oui, alors savoir qu'on le fait pour... des lecteurs qui apprécient, c'est vraiment très très important. Êtes-vous en contact avec d'autres lecteurs bénévoles? Quelques-uns, oui. Donc il y a Michel Kellet. Oui, Michel Kellet, oui. Et vous vous êtes rencontrés comme ça à un BSR Apéro ou comment? On s'est rencontrés lors d'une journée des lecteurs, je crois que c'est la première fois qu'on s'est rencontrés. Il se trouvait qu'on avait un petit peu les mêmes goûts de lecture, et puis aussi qu'elle avait suivi des ateliers d'écriture comme moi, mais pas les mêmes années, si bien que là on ne s'est pas rencontrés. Et puis on avait plein de choses à se dire à ce sujet-là, puis petit à petit, quand il y avait une rencontre, on allait l'une vers l'autre, puis maintenant on se voit un petit peu plus régulièrement. Et oui, apparemment. C'est vrai que c'est formidable. Oui, c'est chouette. C'est très agréable d'échanger, de pouvoir parler de choses plus personnelles. Oh, mais c'est chouette, parce que vous vous êtes fait une copine. Eh ben voilà, oui, c'est vrai. Non, mais c'est bien. C'est les avantages collatéraux. Oui, c'est très important. Souhaiteriez-vous ajouter quelque chose? Ajouter quelque chose, il me semble, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est vous remercier parce que des auditeurs comme vous, on n'en a pas. Vous êtes la seule qui prend la peine vraiment de nous donner la parole et d'avoir des commentaires, et de savoir comme ça qu'on est utile. Ah, ça vous l'êtes, ça je peux vous dire. Oui, et ça c'est vraiment très très important. Je vous félicite. Merci. Je vous félicite pour votre blog parce que je ne l'ai pas tout regardé dans le détail. Il est énorme. Mais j'étais tombée par hasard dessus, je ne sais plus comment. Ah, vous l'aviez déjà trouvé? Quelque chose, peut-être sur les filles de l'ouragan. Peut-être, oui. Et c'est raccroché à ça. Vous voyez, Google nous mène. Voilà. Ça m'a mené chez vous. Ah, c'est marrant, vous l'aviez déjà trouvé avant. Je l'avais déjà trouvé avant. Je ne connaissais pas la livre-fille, pas du tout. Et j'arrive là et je me dis, mais quelqu'un qui a écrit, mais qui est cette dame? Et c'est très intriguant. Et oui. Ne craignez pas de m'envoyer un commentaire. Et oui, je vous enverrai des retours. Oui. J'ai lu ça. Vous savez, on a quelques petits retours sur des petits billets
c'est très touchant. Oui. Il y a des gens qui ont vraiment beaucoup de peine à écrire. Ils prennent quand même la peine de le faire. Et puis, ils joignent le petit billet au CD qu'ils renvoient. Et c'est formidable. Je les mets dans une enveloppe. Ah oui, et vous gardez. Trésor. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Au revoir. Au revoir.